Bonjour, je m'appelle Thomas Bastien, je suis directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec et je vous souhaite la bienvenue à cette activité qui se déroule dans le cadre de la 4e édition de la Semaine de la santé durable. Alors, le thème de cette année, Ensemble pour la réduction de la maladie, évoque bien le grand besoin de mobiliser tous les secteurs de la société et de réunir des personnes de tous les milieux pour réduire la pression sur notre système de soins. Dans le livre de la réduction de la maladie que nous avons lancé en mois de février avec une multitude de partenaires et qui est maintenant disponible gratuitement sur le site moindemaladie.ca, il y a un chapitre qui nous a vraiment fascinés, c'est celui de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de l'intelligence artificielle pour la réduction de la maladie. Et à ce sujet, j'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui en compagnie de 3 experts, expertes de ces différentes thématiques. Alors, sans plus tarder, Marie-Pierre Gagnon. Bonjour Marie-Pierre. Marie-Pierre, vous Bonjour. êtes bonjour, bonjour. Donc vous êtes vous êtes PhD, professeur titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Laval. Vous êtes chercheuse au Centre de recherche Vitam en santé durable du CIUS de la capitale nationale et chercheuse à l'axe santé des populations et pratiques optimales en santé du Centre de recherche du Sud de Québec, Université de Laval. Vous êtes co-responsable de l'axe santé durable de l'OBIA et votre expertise porte sur l'évaluation des technologies et des pratiques innovantes et leur intégration dans les systèmes de santé. C'est bien ça, Marie-Pierre? Oui, c'est tout à fait juste. Heureuse d'être Super. parmi vous. Merci, merci beaucoup pour votre présence. Alors, on a également Martin Cousineau, qui est professeur adjoint au département de gestion des opérations et de la logistique de HEC Montréal, professeur à l'Institut de valorisation des données IVADO. Il est également co-responsable de l'axe de recherche santé durable de l'OBVIA et membre du Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprises, la logistique et le transport, qui s'appelle le CIRELT. Vous êtes spécialisé dans les méthodes à l'intersection de la recherche opérationnelle et de l'intelligence artificielle, avec des applications à la logistique, au transport et en santé. C'est bien ça, Martin? Oui, c'est bien ça. Super, merci beaucoup Martin d'être avec nous. Et finalement, on termine avec Pascal Beauchesne, qui est maître des projets de la planète santé territoriale et société depuis 2015 chez Numana, catalyseur des écosystèmes d'innovation sociale et technologique. Alors, Numana fonctionne par comité de réflexion, ce qu'on appelle des think tanks, structure l'expérimentation à travers des living labs pardon, et des milieux preneurs, et accompagne dans la mise à l'échelle des projets structurants avec des bons partenaires afin de soutenir les modèles émergents et les solutions techno-sociales pour la société québécoise. Merci Pascal d'être avec nous. Est-ce que c'est bien ça de ton côté? Oui, c'est bien ça. Merci Thomas. Enchanté, Marie-Pierre et Martin. Donc alors aujourd'hui, on va parler d'innovation, d'entrepreneuriat et d'intelligence artificielle. On va y aller avec 4 questions clés en fait de notre côté. Il y en a qui peuvent se rajouter, qui peuvent être complétées sans aucun problème. On va commencer avec une question très très simple pour briser la glace. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement des organisations pour lesquelles vous travaillez et votre lien avec la santé plus particulièrement? Marie-Pierre, on commence avec vous? Oui, bien sûr. Alors, comme vous le mentionnez, Thomas, je travaille, mon employeur est l'Université Laval, précisément la Faculté des sciences infirmières. Et bien entendu, étant une faculté des sciences, en sciences de la santé, en sciences infirmières, on est au cœur de la santé. Alors, l'ensemble de mes activités ont un lien avec la santé, que ce soit au niveau de la formation, de la relève, au niveau de la recherche et le rayonnement, les diverses activités dans lesquelles notre faculté est impliquée. Et comme plusieurs chercheurs universitaires, je suis également chercheuse affiliée à des centres de recherche. Et les centres de recherche sont les lieux où on peut déployer notre programmation de recherche en tant que chercheur, en faisant bien sûr des liens avec les milieux. Alors, le centre de recherche VITAM, Centre de recherche en santé durable, est un centre de recherche assez jeune, je vous dirais, puis qui qui se distingue des autres centres de recherche au Québec avec son emphase sur le concept de santé durable qui est vu comme l'état de santé qui couvre les aspects physiques, bien entendu, mais aussi mentaux, sociaux et la santé de la planète. Donc, depuis quelques années, puis on le voit avec la Semaine de santé durable, c'est devenu un concept vraiment très, très, très adopté, là, que ce soit par nos gouvernements ou nos organisations de santé. Donc, les projets de Vitam se rattachent à ce concept de santé durable et beaucoup sur, je dirais, les aspects sociaux, environnementaux, des déterminants de la santé et de la maladie. Mais ce sont des projets qui sont faits beaucoup
toujours pratiquement en partenariat, que ce soit avec les municipalités, organismes communautaires, aussi du côté de la clinique, mais plus sur les soins de proximité. Et d'autres acteurs et actrices du système de santé. Puis la dernière affiliation au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval, qui est bien sûr un centre de recherche au niveau de santé un petit peu plus spécialisé, mais ça permet de voir qu'il est absolument nécessaire de considérer les liens entre ces différents paliers. Donc, les soins hospitaliers sont de plus en plus ambulatoires. Donc, on veut garder les gens le moins possible, le moins souvent à l'hôpital. Et ça nécessite cette jonction essentielle avec les soins de proximité, avec les milieux communautaires, les municipalités, etc. Donc, en ayant ces, je dirais, 3 affiliations-là, ça me permet d'avoir une vision à 360 degrés là, de la question de la santé. Donc, c'est au cœur de tout ce que je fais, la santé. Merci. Génial. Merci Marie-Pierre. Martin? Oui, alors moi, de mon côté, je suis complètement dans un autre domaine. J'étais à HEC Montréal dans le domaine de la gestion, plus particulièrement là, dans le domaine des opérations puis la logistique. Donc, c'est sûr qu'en termes de cours que j'enseigne, puis le genre de sujet que je couvre là, dans la vie de tous les jours, c'est pas seulement de la santé, ça va beaucoup plus large, beaucoup plus au-delà de la santé. Par la suite, je suis membre du CIRELT, comme on mentionnait tantôt. Fait que ça, c'est un des plus gros centres de recherche au monde là, dans le domaine de la logistique. Fait que, à Montréal, on a une très grande concentration de chercheurs là, dans le domaine de la recherche opérationnelle, avec des centres de recherche là, reconnus mondialement là, dans le domaine. Puis, par exemple, dans ce centre de recherche-là, il y a beaucoup d'expertise assez variée. Là. Ça touche du transport, logistique et bien sûr la santé. Il y a quand même plusieurs chercheurs aussi qui touchent au domaine de la santé. C'est sûr que dans le domaine de la santé, nous, qu'est-ce qu'on fait? Oui, il y a certains chercheurs, des fois, qui vont toucher plus aux aspects cliniques, dosage de médicaments, optimisation de drogues, des choses comme ça, d'un point de vue très mathématique appliqué. Mais il y a aussi d'autres chercheurs qui vont toucher davantage tout à l'aspect de la logistique de la santé. Donc, par exemple, quand on a un hôpital qui fonctionne, oui, il y a les patients qui circulent, il y a les médecins et les personnels soignants qui y travaillent, mais derrière, il y a toute une logistique pour les rendez-vous, les médicaments, le matériel médical, les locaux, la réservation des locaux, tout ça. Puis sans une logistique, disons, appropriée, ben, ça ne serait pas possible d'avoir des systèmes de santé qui sont efficaces à ce niveau-là. Fait que ça, c'est au niveau du CIRELT. Fait que la plupart d'entre de ma recherche passe généralement là, par l'intermédiaire du CIRELT. Puis par la suite, je suis aussi co-responsable de l'Obvia avec Marie-Pierre, en particulier l'axe santé durable. Puis qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? C'est que moi, qu'est-ce que je fais au CIRELT? Souvent, je développe des algorithmes d'IA où je travaille sur l'optimisation des mathématiques appliquées potentiellement là, dans le domaine de la santé. Mais à l'EVIA, on va un peu au-delà de ça, puis on se pose davantage de questions sur les impacts que ça a, puis comment que les différentes questions éthiques qu'on pourrait se poser sur l'utilisation de ces données-là, puis les impacts autant positifs et négatifs que ces technologies-là pourraient avoir. Génial. Merci beaucoup, Martin. Pascal? Oui, moi, de notre côté, chez Numana, on est un acteur, là, on est NoBNL, donc on est un acteur de développement socio-économique. On est soutenu par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et également Développement économique Canada, des programmes de subvention qui nous soutiennent. Pour la petite histoire, le modèle, puis d'abord et avant tout, moi je suis un généraliste, hein, mes forces sont autour de la concertation, puis d'avancer avec sens commun. C'est là où j'ai développé un coffre aussi avec les années, puis mon background est davantage en sociologie. Donc, moi, la technologie, oui, c'est un moyen, mais c'est avant tout le comment et le pourquoi. Donc, c'est comme ça, c'est ce qui m'a amené depuis 2015 à graviter dans la santé avec le premier thème qu'on a abordé dans le modèle, puis le vieillissement de la population. Parce qu'on s'est dit, ben, comment et pourquoi le vieillissement de la population, on est censé faire face à ça, alors qu'on a autant d'expertise au Québec qui se penche sur ces enjeux. Mais cependant, on n'a pas
on n'a rien qui gravite ou qui les fait graviter ensemble. Et c'est comme ça qu'on a commencé, nous, à s'intéresser à la santé. On a commencé avec l'enjeu du vieillissement de la population et on a tranquillement et sûrement amené les différents acteurs, les différents écosystèmes, laboratoires, centres de recherche, le milieu industriel, des milieux preneurs, milieu communautaire, à se pencher sur cette question fondamentale. OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec une population qui vieillit? Et sommes-nous prêts? Puis bon, on le voit aujourd'hui, c'est assez catastrophique. Le récent bilan de Mme Castonguay, notre commissaire à la santé et au bien-être, l'indique. Les constats sont dévastateurs. Donc, maintenant vient le temps d'imaginer, et ce qu'on fait chez Numana, c'est imaginons ensemble, collectivement, avec l'ensemble des écosystèmes, des nouveaux modèles émergents qui répondront aux besoins. Donc, nous, on regarde vraiment les besoins avec les bons acteurs, avec les bonnes méthodologies de la population, puis au sens aussi où notre mission, elle est aujourd'hui territoriale. Donc, on a un rôle à jouer avec les bons partenaires qui sont déjà présents sur les 17 régions administratives du Québec pour imaginer ensemble, OK, on parle de santé durable aujourd'hui et nous, on a pris l'axe de la santé territoriale parce qu'on pense que de manière territoriale, chaque territoire, chaque région ont quelque chose à amener à un et à l'autre parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui se font. Puis notre rôle, notre métier, c'est de faire émerger qu'est-ce qui se passe de bon. On a tellement de belles pratiques, on a tellement de beaux projets, mais on les connaît peu ou pas. Donc, on se doit de mettre en valeur et en lumière ces beaux modèles qui émergent dans l'ensemble des régions du Québec et aussi d'être un facilitateur pour mettre à échelle que des pratiques soient transférées vers d'autres régions. Donc, c'est notre corps de métier. Nous, on s'assure du mieux qu'on peut avec les bons partenaires qu'on puisse identifier et par les communautés think tank que nous mettons en place, c'est d'identifier avec les bons acteurs les comment, les pourquoi et surtout les besoins. Les milieux qui expérimentent. Au Québec, on a tellement de force d'expérimentation. On est un laboratoire. Moi, je le dis depuis, ça fait une vingtaine d'années que je gravite professionnellement. Et le Québec est un laboratoire fascinant. On a tout ce qui est en place pour inventer, réimaginer. Puis c'est pas pour rien qu'il y a des grandes compagnies de l'international et d'autres groupes qui viennent au Québec pour faire de la R&D. Je veux dire, on favorise tellement d'expérimentation pour ailleurs dans le monde, mais comment se fait-il qu'on le fait peu ou pas pour nous et pour notre population? Donc, c'est sur quoi on se penche. Puis le fonctionnement nous amène aujourd'hui à mettre en place un des projets que nous avons en ce moment. On met en réseau, en fait, on initie un hub, donc vraiment un réseau des Living Labs en bien-être et qui s'adresse aux enjeux du vieillissement de la population. Donc, on a un réseau aujourd'hui de 14 laboratoires vivants au Québec. Donc, notre rôle est de renforcer cet écosystème qui est là, qui existe, dont il y a des belles histoires, dont il y a des beaux apprentissages, et toujours avec l'humain qui est au cœur de l'expérimentation, parce que c'est la population qui participe de manière centrale aux travaux qui viennent de la recherche. Puis ça, je tiens à le mentionner, l'ensemble de ces projets sont soutenus par les fonds de recherche scientifique du Québec. Et nous, c'est d'amener ces projets à ce ce soit des modèles qui se pérennisent parce que c'est quelque chose qui est tellement fort. Maintenant, comment pouvons-nous s'assurer que ces projets soient durables en matière de santé durable? On se doit de développer des modèles aussi qui soient durables. Donc, notre rôle dans le cadre de ce projet, c'est cette mise à échelle d'un réseau qui est là Ouais. et on s'en vient le centrer, le recentrer, le renforcer cette année. Donc, voilà. Génial. Merci beaucoup, Pascal. C'est intéressant, en fait, hein, vous citez l'exemple le plus particulier, en fait, du vieillissement de la population, qui était prévisible d'une certaine manière, et puis là, on est vraiment dedans, et puis on se rend compte qu'on n'est pas prêt. Ça arrive aussi, en fait, par rapport à la thématique, en fait, des maladies, hein. On voit, en fait, l'augmentation des maladies constamment, en fait, d'année en année. On voit, en fait, le financement du système de santé grandir d'année en année. Hem Avec justement dernièrement en fait un 5 milliards qui a été mis en plus sur le système de santé, alors qu'on regarde en fait d'autres poches budgétaires qui malheureusement en fait ont pas eu les argents qu'ils auraient aimé avoir en fait, notamment en matière de logement, en matière d'infrastructure et toutes ces choses-là. Est-ce qu'on en fait assez en fait pour la réduction de la maladie?
dans vos domaines d'expertise. Puis, étant donné qu'on est vraiment en fait dans une conversation qui est davantage sur l'intelligence artificielle ou alors tout ce qui est des nouvelles technologies, puis Pascal, justement, du volet entrepreneurial ou de la conversation en fait entre différents secteurs pour justement y arriver, où est-ce que vous voyez ça en fait de votre côté? Puis, Martin, on va commencer avec vous. C'est bon. Ouais, alors que moi, je suis dans le domaine, comme je disais, là, recherche opérationnelle, logistique. Oui, c'est un domaine de l'IA, là, proprement dit. À ma connaissance, il n'y a pas énormément de travaux dans le domaine de la réduction de la maladie. Le type de travaux qu'on remarque, travaux plus scientifiques, là, c'est vraiment au niveau dosage, optimisation des drogues, optimisation des traitements. Il y a beaucoup de choses aussi au niveau du timing, là, de la détection de maladies. Par exemple, à quelle fréquence on devrait faire des mammographies? Est-ce qu'on devrait réviser là, les politiques nationales, par exemple aux États-Unis, vis-à-vis de la mammographie? À quel âge on devrait commencer? À quelle fréquence on devrait le faire? Puis quels seraient les bénéfices de tout ça? Fait il y a beaucoup de travaux à ce niveau-là, mais Mhm. quand on y va vraiment hors du système de santé, là, vraiment la vraie réduction de maladies à la source, là, Ouais, encourager les bonnes habitudes de vie, alimentation, bouger, même juste le bien-être personnel, la santé mentale. ouais. Je ne vois pas énormément de travaux à ce niveau-là. De ce que j'en connais, là, j'ai pas fait de revue systématique à ce sujet-là, mais à ma connaissance, il n'y a pas énormément de travaux à ce niveau-là, alors qu'il y aurait quand même des choses où est-ce que la recherche euh, opérationnelle pourrait venir être bénéfique. Merci, Je sais Martin. pas. Ouais, c'est bon. Mais en fait, je trouve ça très intéressant, hein, parce que, euh, c- encore une fois, ça reflète l'analyse qu'on a fait à la SPQ, hein, de notre côté, en fait, sur justement, même au niveau de la recherche, que ce soit en fait sur le terrain, directement au niveau des entreprises, dans le développement en fait de nouveaux produits. Comme vous dites, on est vraiment dans l'accompagnement de la maladie, plutôt en fait que de la prévention ou de la détection beaucoup plus précoce, vraiment en fait en amont, avant qu'il y ait justement en fait le moindre signe qui soit présent. Marie-Pierre, est-ce que vous avez la même euh, la même conclusion en fait que Martin de votre côté? Oui, bien sûr, je veux dire, c'est une évidence là, qu'on n'investit pas assez en réduction de la maladie. Je pense qu'on personne ne va contredire cette affirmation-là ici. Il y a quand même, tu sais, je pense qu'il y a quand même des initiatives qui sont prometteuses. Je regarde là, notamment du côté de notre centre de recherche. Il y a eu, je crois, l'an dernier, le lancement d'une chaire de recherche en santé durable qui, justement, amenait cette conception d'impliquer les différents acteurs et actrices dans cette conception de santé durable pour la réduction de la maladie. Et je trouve que c'est un bel exemple parce que je me dis que c'est le genre d'initiative qu'il faut de plus en plus favoriser. Tu sais, vous avez mentionné là, d'injecter des fonds dans le système de santé, mais il faudrait que ce soit de façon équitable aussi dans les autres domaines qui ont une incidence directe sur Mhm. la maladie. On pense tout d'abord l'éducation, les infrastructures. On n'a pas à aller très, très loin pour voir que nos villes ou nos régions, là, je rebondis aussi sur ce que Pascal a mentionné, elles sont très peu adaptées pour favoriser une réduction de maladies si on se Mhm. compare. Hein. Puis je pense que Mhm. le Québec aime bien ce côté-là novateur, aime bien se distinguer. Alors, on a une occasion ici. Tu sais, je veux juste le reformuler de façon positive en disant Complètement. oui, ça ne va pas très bien, mais on a des leviers. Je crois que les scientifiques, les fonds de recherche du Québec, le gouvernement, à travers ces différents ministères, tout le monde a le même langage. Mais ce qu'il faut, c'est des actions concrètes, comme Mhm. celle que je viens de vous mentionner d'une chaire en santé durable, dans laquelle les citoyens sont impliqués directement, dans laquelle les municipalités sont impliquées.
le hub des hubs sur le vieillissement, je ne le connais pas, mais je vais le découvrir, là, assurément, Pascal. C'est ce genre de choses-là. Faut arrêter, nous, en recherche, de travailler sur notre petite affaire, de chacun de notre côté, en disant oui, on contribue, mais je crois que c'est ce genre d'initiative-là. Puis si on veut vraiment faire une différence comme chercheur, c'est de s'impliquer dans ces think tanks, ces initiatives-là. Puis c'est pour ça que je suis ravie là, de pouvoir aussi avoir une collaboration avec l'Association de santé publique là, du Québec, parce que je pense que c'est une voie aussi pour défendre ce besoin-là. Puis tous mes collègues sont d'accord. Je pense que pour ça, on est tous d'accord. Mais ce qu'il nous faut, c'est des moyens concrets pour en faire plus, puis démontrer des résultats. On évalue trop peu. On se dit, c'est difficile d'évaluer les impacts de ce qu'on fait, mais il faut encourager des... Puis la recherche peut aider à faire ça. Il faut démontrer qu'on a réussi à réduire la maladie, puis ça va encourager les autres à dire, ben, ça a de l'air à marcher, on va se lancer dans ça. En tout cas, c'est des petites idées, mais on pourra en parler pendant des heures. Vraiment. Mais c'est très intéressant. Pascal? Ben oui, j'entends mes collègues là, suite aux interventions de Martin et Marie-Pierre. Puis là, j'ose, Marie-Pierre, aller plus loin encore et dire faut prendre le risque. Il faut se lancer, il faut de l'audace, de l'innovation, c'est ça. Donc, on est mûr pour ça au Québec. On en veut, on est tellement créatif, on est regardé par le monde entier comme ce coin du monde nordique et ultra créatif. Donc, osons embrasser notre identité, j'ai envie de dire, par rapport à nos enjeux de société, qui sont des beaux défis, ce sont des opportunités extraordinaires à se réinventer. Je peux juste partager, bien sûr, là, ce que mes collègues disent. Au niveau de la réduction de la maladie, c'est un grand enjeu. Puis il y a peu de choses là, qui existent. Cependant, dans mon métier, ça m'amène à voir justement des perles, puis des balbutiements, puis des modèles qui démontrent qu'il y a manière d'avoir une approche davantage préventive. Puis avant de tomber dans quelques modèles comme exemple, pour moi, un des modèles qui est fascinant et qui est dans la prévention de la maladie, c'est l'Agence spatiale canadienne. Parce qu'on ne veut pas qu'un astronaute soit malade dans l'espace. Donc, le modèle de l'Agence spatiale canadienne, de manière si on peut le voir dans une perspective d'ingéniosité par rapport à la santé durable de l'astronaute, ce modèle est fascinant. Puis on l'a au Canada, puis c'est son rôle dans l'espace quand l'Agence spatiale canadienne vient se jumeler à d'autres initiatives spatiales, ben, le rôle du Canada, c'est la santé des astronautes. Donc, moi, j'ai toujours cru dans ce lien espace et terre. Et il existe, puis on a la chance dans nos écosystèmes d'être très, très proche de l'Agence spatiale canadienne qui désire expérimenter ici sur Terre tout ce qu'ils vont expérimenter dans l'espace pour la santé de l'astronaute. Ben, c'est leur raison d'être. Ils doivent ramener ça ensuite pour la population canadienne. Donc, j'amène l'Agence spatiale canadienne à la conversation d'aujourd'hui. Parce que pour nous, ça a été vraiment, ils nous en ont mis plein la vue lors d'une conférence qu'on avait organisée avec leur équipe de médecine spatiale à bord qui accompagne les astronautes dans la prévention, donc le avant, le pendant et le après. Parce que le vieillissement de l'astronaute, on le sait ici, tout le monde réuni, l'accélération du vieillissement et le retour ensuite sur Terre, tout est axé prévention au niveau de la maladie du côté de l'Agence spatiale canadienne. Ici au Québec, il y a des beaux modèles qui sont dans les saines habitudes de vie. Il y a la Fondation Chagnon qui est derrière l'initiative de Lucilab, qui est une solution qui accompagne dans les saines habitudes de vie, dans une perspective d'amélioration de la qualité de vie et de prévention, ultimement, d'enjeux neurocognitifs. Donc, ce modèle est un qui est en train de justement d'oser et trace le chemin. Et il ouvre la voie à encourager l'entrepreneuriat à aller en ce sens. Il y a un autre modèle qui est celui d'Empower, qui est un modèle qui a développé un tableau de bord sur l'indice bonheur de l'individu. Et là, ils vont un peu plus loin à être capables d'identifier les risques psychosociaux dans une organisation, des employés d'une organisation. Donc, on est dans la prévention des risques psychosociaux. Donc, on s'en va vers un mouvement préventif et de réduction, souhaitons-le, de la maladie. J'y crois beaucoup. Puis, moi-même, je suis un adepte de prendre soin de ma propre santé en faisant des trucs qui, au départ, ça peut sembler
à côté ou alternatif, mais je crois beaucoup aux effets de la nature. Tu sais, je suis un adepte d'aller prendre soin de moi-même en nature en faisant ce que je sais faire avec elle et ce qu'elle me fait en retour comme grand bien. Donc, en matière de prévention, il y a tellement d'idées fascinantes. Puis la nature, je veux dire, le Québec, s'il y a une chose dont on peut être fier, c'est notre nature, là. Donc, je vais m'arrêter là-dessus pour le moment. En fait, c'est intéressant parce que on a commencé avec le discours pessimiste de Martin pour aller davantage vers la lumière de Marie-Pierre et puis vers la nature en fait de Pascal. Euh, Je reviens en fait sur vraiment la conversation intelligence artificielle. Je reviens sur la conversation en fait dans l'entrepreneuriat. Pascal, dans les derniers échanges qu'on a eus dernièrement, et puis grâce à Numana, justement, on a la possibilité de rencontrer une multitude de partenaires qui sont en fait des potentiels partenaires en fait du milieu entrepreneurial. Et moi, j'avoue que ça me choque d'une certaine manière parce que premièrement, en fait, on a des entrepreneurs qui se cherchent vraiment une mission de leur côté, une mission sociale qu'ils n'arrivent pas à retrouver en faisant juste du traitement de la maladie. C'est ce qu'on voit premièrement. Deuxièmement, on voit des personnes en fait qui ont envie de se diriger en fait vers cet impact en fait de réduction de la maladie ou même de prévention beaucoup plus au préalable et qui n'ont pas forcément en fait les financements pour se lancer dans une aventure comme celle-ci. Et finalement, Martin et puis Marie-Pierre, on s'en est parlé aussi dernièrement, en fait, de l'intelligence artificielle ou même des nouvelles technologies qui actuellement, en fait, sont vraiment phagocytées, mangées par la maladie de manière générale. Euh, et Pascal, le rapport que vous sortiez en fait par rapport à l'espace, justement, où on a envie justement que les cosmonautes soient en santé d'une certaine manière, c'est quand même très, très intéressant qu'ils aient pas vu, en fait, d'un autre côté, comment on va faire s'ils ont la moindre maladie. Ils y sont allés, en fait, vers une vision qui est comment on les garde en santé dans l'espace. Donc, ils n'ont pas déplacé un hôpital au sein d'une fusée. Ils ont vraiment mis en place tout l'écosystème pour que ces personnes, elles soient en bonne santé pendant leur voyage hors planète. Donc, c'est intéressant de voir à quel point, en fait, ce niveau d'innovation-là, en fait, ils sont allés dans la bonne direction, mais que sur le terrain, sur la planète Terre, on soit encore, en fait, dans un endroit où, justement, l'innovation, elle est destinée, en fait, à accompagner la maladie, plutôt que d'avancer, en fait, une transition vers la réduction de la maladie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, en fait, de cette chose-là, là, si vous voulez commenter. Et puis, Martin, ça peut être positif aussi, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça, là. Ben, Si je vous peux me voulez prendre la permettre de parole. Oui, rebondir là, sur vas-y, Pascal. l'espace, là, puis l'initiative, entre autres, Horizon Lointain. Donc, l'initiative de l'Agence spatiale canadienne, Horizon Lointain, c'est la santé pour ramener toute cette connaissance sur Terre. Puis, l'Agence spatiale canadienne collabore avec trois communautés de nos premiers peuples québécois, parce que ce sont les premiers à qui doit revenir cette connaissance, cette science. Donc, ce projet est en branle en ce moment. Donc, Horizon Lointain, c'est vraiment la perspective de la santé euh, vue de l'espace et ramenée ici sur Terre. Donc, il y a ce projet qui existe. Effectivement, tu sais, c'est fascinant de voir qu'on a cette intelligence qui amène à être dans les micro-mesures préventives d'un être humain qui s'en va, puis on s'entend que la mission de s'en aller dans l'espace, je veux dire, on a eu la chance d'avoir David Saint-Jacques il y a quelques années lors de nos événements, puis c'est un déploiement d'humanité, là, de se lancer au jeu, non seulement être prêt à devenir astronaute, tout le conditionnement, je me dis, c'est surhumain. Et en même temps, c'est une personne avec qui j'ai eu la chance d'échanger, d'une humanité et très humble. Il est médecin lui-même à la base. Donc, David Saint-Jacques est médecin. Et encore aujourd'hui, il est médecin dans les communautés des premiers peuples du Grand Nord. Donc, c'est un individu qui est dans la prévention par la force des choses. Et comment l'espace regorge de savoir pour la Terre, ben là, je pense qu'il y a une plus grande conversation qu'on devrait avoir parce que l'IA est là-dedans, la technologie est là-dedans, l'entrepreneuriat est là-dedans. Je sais qu'ils développent tout un corridor d'entrepreneuriat pour soutenir en solutions technologiques des prochaines missions. Donc, il y a une conversation décloisonnée, j'ai l'impression, avec l'Agence spatiale canadienne encore plus, là.
Est-ce que vous étiez au courant, Marie-Pierre, Martin, en fait, de ce lien-là avec l'Agence spatiale? Parce qu'on en apprend tous les jours, hein, c'est certain. Hein. Ben oui, j'ai eu l'occasion de collaborer avec Caroline Réaume, qui est médecin et chercheuse, qui est une collègue, là, je ne sais pas, Pascal, si vous connaissez Caroline. Et elle a aussi fait une spécialité là, dans le côté de médecine spatiale. Et puis, ce qu'on a proposé, là, c'est un projet justement qui a été financé récemment, c'est de se dire, je trouve ça bien beau, tu sais, mais ça nous met, c'est un lointain futur, mais concrètement, comment on peut aider les personnes qui vivent avec une maladie chronique, par exemple, à éviter d'aller consulter à l'urgence, éviter des hospitalisations grâce à ce qui est en train de développer justement pour le suivi des astronautes. Donc, comme un module en santé préventive qui permet mais d'avoir justement certaines mesures qui pourraient être déployées aussi dans les régions plus éloignées où on a devant les grandes pénuries qu'on a. Fait que ça, c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui. Ben, c'est pas encore débuté, là, je devrais pas trop en parler parce qu'il y a toujours encore des questions de contrat. C'est ce qui peut aussi des fois nous freiner, hein, parce que je pense que comme on réalise que mettre tous ces gens-là ensemble puis faire que les choses fonctionnent, oser, je suis d'accord, mais il faut aussi qu'on... Il y a des contraintes, là. Donc, si on peut travailler pour faire tomber ces contraintes-là, ça aiderait à faire que oui, on y va, go, on développe. Mais tout à fait, oui, je trouve que c'est une excellente initiative. Puis on peut faire des liens avec des projets dans lesquels je suis impliquée aussi, là, où l'intelligence artificielle, notamment pour la prévention là, pour les jeunes familles. Auprès des familles immigrantes. Donc, c'est tellement difficile là, déjà d'arriver dans un contexte, un nouveau pays, un nouveau système de santé qui est complètement différent. Eux sont habitués d'aller à l'hôpital hein, quand il y a un petit problème. Et on arrive ici dans le système québécois, puis c'est plus ça du tout. L'accès à l'information, c'est très difficile. L'accès aux services de santé, c'est très difficile. Donc, on utilise notamment des adaptations. On travaille avec l'Institut national de santé publique, aussi des liens avec l'organisme Naître et Grandir pour adapter l'information, l'éducation prénatale pour les familles immigrantes. Fait que c'est des petits projets très concrets, mais c'est ça. Moi, je pense que il faut qu'on ait aussi des façons de rendre les projets collaboratifs, hein, novateurs, pour que ce soit facile, puis pas s'empêtrer dans les règles là, qu'on a en recherche, où c'est très compliqué de faire des projets avec l'entreprise. Je vous le dis, là. On veut, mais c'est difficile. Ah oui. Martin? Ouais, non, moi, je n'étais pas au courant. Je pense que j'avais vu à un moment donné un courriel passer là, sur le projet avec l'Agence spatiale, là, mais au-dessus de ça, je n'étais pas au courant de ça. Mais moi même si je suis pessimiste, mais je ne vois pas grande recherche à ce niveau-là, personnellement, moi, je suis quelqu'un qui prône la réduction de la maladie. Là. J'essaie d'avoir les meilleures habitudes de vie possibles avec une jeune famille, là, ce qui rend toujours le tout un peu plus compliqué. Je suis quelqu'un qui bouge pas mal tout le temps, qui s'alimente bien. Je suis quelqu'un qui pousse dans ce sens-là, même si ma recherche ne touche pas nécessairement à ça. Alors, ouais. Et puis, c'est encore... moi, ce que je trouve intéressant, en fait, dans ces exemples-là, encore une fois, c'est dans des cas extrêmement concrets qu'on peut considérer, en fait, comme très novateurs. On est à la pointe. Et au final, en fait, quand on s'occupe de notre propre monde, c'est un peu plus compliqué. Il y a une très belle recherche, en fait, qui a été mise en place à Montréal, il y a de cela plusieurs années, sur un projet qui portait sur l'itinérance, plus particulièrement, qui a été développé par le Québec, qui a été financé pendant 3 ans par le Québec, qui a montré ses fruits, en fait, au Québec, avec vraiment une réduction de l'itinérance et puis justement une meilleure intégration en fait de ces personnes-là à travers une multitude de services. Ça a été arrêté en fait au Québec et puis ça a été repris dans un pays nordique. Et puis eux, 7 ans plus tard, en fait, ils ont vu une réduction drastique en fait de l'itinérance. Mais nous, on l'a pas gardé au Québec. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir à quel point en fait, je pense que c'était vous, Marie-Pierre, qui le disiez là, on a de très bonnes recherches en fait qui sont développées. On a vraiment en fait on a la chance au Québec d'avoir, par exemple, l'intelligence artificielle parmi les plus grandes entreprises au niveau international ou les entreprises ou les cerveaux les plus respectés au niveau international en matière d'intelligence artificielle.
et on n'arrive pas à les utiliser dans le domaine de la santé qui en aurait besoin. On n'arrive pas à les utiliser dans le domaine du logement qui en aurait besoin. On n'arrive pas à les utiliser en fait dans le domaine de l'éducation qui en aurait besoin. La même chose en fait pour l'entrepreneuriat, Pascal, vous le disiez, on a des entreprises en fait qui s'exportent à l'international, qui ont des talents, mais quand on est là pour les utiliser en fait, pour les mettre à contribution ici, c'est plus compliqué. Donc, ça amène justement en fait avec une question un peu plus de conclusion de notre côté et puis ça peut être positif, négatif, mais en fait, c'est même pas là la question en fait du positif ou du négatif. Je pense qu'il faut être très sincère par rapport à ce qui est en train de se passer sur le terrain, de manière générale, là. Mais comment on peut travailler en fait, ensemble à l'émergence vraiment de nouvelles solutions en matière de réduction de la maladie? Est-ce qu'on demande justement, à l'agence, nasale canadienne de reprendre le contrôle du ministère de la Santé? Est-ce que je sais pas, je vous donne des exemples comme ça là, mais comment on peut y travailler? Marie-Pierre, je commence avec vous. Oui, donc, ben, vous avez parlé d'agence et de santé. Je pense qu'on est à l'aube d'une nouvelle réforme, encore une, vous allez dire. Je pense que c'est une opportunité d'avoir l'Agence Santé Québec, puis il faut tout de suite, là, pendant que c'est en train de se mettre en place, vraiment pousser fort les messages. Puis je crois que justement, c'est peut-être une façon pour décloisonner une opportunité là, qui permettrait qu'on a les besoins, on a les ressources, mais c'est le lien entre les deux qui est complètement, pratiquement insurmontable parfois. Il y a des organismes, des concours de financement pour les entreprises, mais je veux juste vous donner un exemple. Ça demande 50% des fonds. Puis si on a des très jeunes, des jeunes pousses, des jeunes entreprises qui n'ont pas ces fonds-là, alors comment on peut faire là, rapidement? Puis toute la question dans le système de santé, vous ne pouvez pas rentrer un petit objet connecté, un stylo pour l'insuline connecté, c'est impossible parce qu'il y a tous les règlements pour les acquisitions, c'est vraiment difficile. Donc, j'ose espérer que des messages pour faciliter cette fluidité-là entre les secteurs pour que les innovations qui sont développées au Québec soient tout de suite, OK, on les teste, on a une espèce d'entente, une clause spéciale, c'est une innovation pour le Québec, on la teste sans ces contraintes-là. Puis c'est ce qu'on veut. Il y a peut-être ce qu'on appelle les réseaux d'évaluation d'innovation en santé qui sont justement financés par le ministère de l'Économie, Innovation et Énergie, qui se sont mis en place dans la dernière année, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, c'est peut-être une façon et s'assurer là, que nos doléances soient bien entendues au niveau des hauts dirigeants là, de l'Agence Santé Québec, parce qu'il faut qu'ils soient en mode ouverture. On ne peut plus rester comme ça, là. Merci C'est bon. Marie-Pierre. Merci. Martin? Non, mais c'est important, hein, ce que vous dites et puis c'est vrai qu'on a une opportunité. Il y a beaucoup de personnes qui le voient comme une des nombreuses nouvelles lois qui ont été mises en place et puis une manière de le voir, hein, mais quand on voit la réduction de la maladie et puis le potentiel de la réduction de la maladie, on peut se dire: «Bon, ben, là, il y a une porte d'entrée qui est incroyable. On est à la chemin, on est en train de créer un Hydro-Québec de la santé». Donc autant qu'on l'utilise vraiment comme une opportunité pour nous, en fait, soit pour doter le nouveau ministère de la santé d'outils pour justement transformer un peu sa mission, soit d'accompagner, en fait, Santé Québec dans cette nouvelle vision-là, hein. Martin? Oui, mais je trouve ça intéressant ce que Marie-Pierre disait. Puis je pense qu'une des choses aussi, c'est de venir interpeller les chercheurs sur c'est quoi la prévention de la maladie, parce que là, on utilise les termes maladie, santé, mais on s'entend que là-dedans, on pourrait très bien parler de transport actif en vélo, puis ça viendrait réduire la maladie au fil du temps, mais transport actif, les gens, là, mettons, au CIREL qui travaillent dans le domaine du transport, le développement là, de quels axes on devrait développer pour le prochain rêve, par exemple, qu'on a à Montréal, là, les différents axes de vélo. C'est pas nécessairement des gens, je pense, qui regardent les financements du point de vue de la santé ou du IRSC, ces choses-là. Fait je pense qu'à ce niveau-là, c'est de venir interpeller les chercheurs à dire, ben là, on veut pas juste des chercheurs de santé qui travaillent sur ce sujet-là, mais on veut vraiment c'est très multidisciplinaire, c'est très large comme approche. Fait que de venir leur expliquer c'est quoi, qu'il y a du potentiel à ce niveau-là. Je pense que c'est une première façon d'encourager la recherche dans ce domaine-là. Une autre façon, c'est pour faire de la recherche, ben, il faut du financement.
Marie-Pierre, elle disait, par exemple, que c'est parfois difficile là, de faire, par exemple, du financement avec des entreprises. On peut faire, par exemple, des choses avec MiTax ou autre, mais généralement, il y a comme une partie de l'argent qui doit provenir de l'entreprise. Parfois, ces entreprises-là, c'est des organismes publics. Ils ne peuvent pas passer par MiTax. Donc là, c'est encore plus compliqué essayer de passer par des genres de financement du genre. Est-ce qu'il y aurait possible d'avoir des concours de financement ciblés autour de la réduction de la maladie? Ça, je pense que ce serait une façon de venir encourager là, des projets comme ça dans l'avenir pour que ça aille de l'avant. Je pense de continuer à parler de la réduction de la maladie, qui n'est pas nécessairement un thème qu'on entend tous les jours, puis de s'assurer qu'il y ait du financement qui soit mis de l'avant, qui soit facilement accessible pour que différents groupes peuvent aller de l'avant, mettre leur projet, puis après ça, s'assurer que le tout soit publicisé, que tout le monde soit au courant des bonnes initiatives qui ont été mises en place, des résultats intéressants là, qui ont été obtenus. Je pense que c'est pas mal Parce que juste avec nos discussions d'aujourd'hui, moi, je vois déjà deux, trois types de projets qui pourraient être intéressants à faire dans l'avenir. Où est-ce que parfait. le CIRET, par exemple, pourrait venir aider. Là, fait que... Génial. Ben non, c'est tout à fait juste. Merci, Martin. Pascal? Ouais, j'entends mes collègues, j'entends la conversation, puis merci encore, Thomas, pour cette belle conversation. Ça a été très riche, là. Beaucoup d'apprentissage. Je rebondis avant sur un atelier auquel j'ai participé cette semaine avec un acteur qui est soutenu par le M3S, le groupe Entreprises en santé, puis on avait une charrette d'ateliers avec différents acteurs au niveau de la santé mentale des entrepreneurs et des dirigeants de nos PME, puis de nos organisations, puis de nos petites pousses. Puis d'ailleurs, il y a un entrepreneur qui a publié son 4e livre, là, justement, sur est-ce que l'entrepreneuriat rendrait fou, puis tout le monde en parle, je pense, là, ce week-end. Cela étant dit, dans le cadre de l'atelier, à un moment donné, il y avait la question des congés de maladie en organisation, en entreprise. Puis on s'est dit, est-ce qu'on pourrait imaginer déjà changer le langage, changer de paradigme, puis parler davantage de congés de santé? Déjà changer le paradigme dans le langage, puis de parler plus au niveau santé, que ces congés-là puissent soutenir l'employé à prendre soin de sa santé pendant ces journées-là, et pas de les prendre seulement lorsqu'il y a enjeu de maladie. Bon, dans la perspective entrepreneuriale, ce que je vois, puis le scénario est très sombre, là, je viens d'en partager un petit peu, les enjeux de santé mentale sont criants. Les entrepreneurs ont beaucoup d'enjeux par rapport à la santé mentale là, et celle de leurs proches. Puis par rapport au système de santé, moi, ce que j'ai pu observer et du nombre de conversations que j'ai pu entendre, les témoignages, un entrepreneur qui souhaite amener une innovation au système de santé, ben Marie-Pierre, vous l'avez évoqué, c'est impossible. Les barrières sont tellement nombreuses. Le coût d'entrée pour entrer sa solution dans un catalogue, je veux dire, il y a un coût à l'entrée, il y a un prix, il y a de l'argent sonnant qui est demandé à l'entrepreneur pour. Donc, c'est un modèle qui a tellement de freins et de barrières à l'entrée que l'entrepreneur aujourd'hui, l'entrepreneuriat a très mal à sa quête de sens. Et on se doit de repenser avec l'entrepreneuriat comment pouvons-nous venir aligner cette quête de sens-là qui fait partie de la santé globale d'un individu. On se doit d'être aligné de sens et de valeurs au quotidien dans ce que nous faisons, dans nos métiers, parce qu'on contribue énormément de notre temps et on contribue, souhaitons-le, à bâtir une société prospère. Bon, ben, est-ce qu'on est capable d'aligner, et c'est là où je crois qu'il y a un potentiel, à amener des éléments, vraiment un terreau fertile de besoins pour que l'entrepreneuriat y trouve sa quête de sens, que l'entrepreneur puisse s'aligner avec quelque chose qui va l'amener à amener une solution. Dans ce qu'on est bon et fort et brillant, c'est de trouver des solutions à des enjeux et venir prendre soin de sa santé et réduire la maladie du même coup. Est-ce que l'entrepreneur pourrait réduire sa maladie en ayant un quotidien qui est rempli de sens? Ben, les données sont là. La recherche le démontre. Donc, est-ce qu'on est capable de construire de l'entrepreneuriat en ce sens pour prévenir des enjeux de maladie de l'entrepreneur? Puis, je vais juste faire un petit bond rapide et je conclue là-dessus. On le voit aussi du côté de la proche aidance. Je veux dire, si je reviens au vieillissement, puis ce que la charrue du vieillissement a amené aujourd'hui sur le bord du gouffre, ce sont les proches aidants. Et la maladie, elle est omniprésente au niveau des personnes qui sont proches aidants.
Les statistiques le démontrent. La personne qui est proche aidante a des enjeux de maladies plus graves très souvent que la personne qui est aidée. Et il y a aussi d'autres données qui ressortent par rapport à la jeunesse qui se retrouve très jeune avec des enjeux de proche aidant, de réalité plutôt de proche aidance parce qu'ils accompagnent un parent qui a des enjeux de santé mentale, schizophrénie élevée ou déjà un cancer à un jeune âge. Bref, on a des enjeux par rapport à ce que la maladie amène au quotidien à la population comme réalité et naviguer ensuite un quotidien alors que la maladie est omniprésente. La proche aidance, ça c'est un gros morceau pour un employeur ou encore aujourd'hui, un employé qui est proche aidant a très peur de parler de sa réalité de proche aidant parce qu'il a peur de perdre son emploi. C'est ce qui ressort dans les statistiques. Parce qu'il a peur d'être relayé à des plus petits projets, parce qu'il a peur de plein d'autres facteurs d'un employeur qui n'est pas outillé par rapport à la réalité de la proche aidance. Et lorsque la personne a besoin de prendre un congé de santé pour s'offrir du répit parce qu'elle prend soin de son parent ou d'un enfant, il y a un changement de paradigme qui est amené et on croit vraiment au rôle des organisations, donc du milieu de travail, qui est un autre environnement dans lequel la maladie vient impacter notre modèle économique. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Complètement. C'est une très bonne conclusion de mon côté. C'était notre dernière question. Comme vous dites, il y a tellement à faire, mais il y a tellement aussi de possibilités en tant que telles, que ce soit des possibilités de collaboration, que ce soit des possibilités de recherche, que ce soit des possibilités entrepreneuriales, euh, avec des nécessités, des nécessités de reconnaissance, des nécessités financières, des nécessités même gouvernementales, politiques, en fait, de manière générale. Moi, je suis content, en fait, qu'on ait cette conversation à 3 aujourd'hui. J'espère, en fait, que peut-être l'année prochaine, quand on se retrouvera à nouveau, on aura une conversation à 10, à 15, avec des personnes autour de la table qui sont qui viennent d'autres milieux et puis qui sont sensibilisés à la cause. C'est ce que je nous souhaite, dans tous les cas, à la fois, en fait, pour qu'on ait une conversation un peu plus étayée sur la réduction de la maladie et puis qu'on ait plus, en fait, les mêmes conclusions qu'aujourd'hui, que Martin, par exemple, soit beaucoup plus positif par rapport à certaines autres idées. Mais je tenais à vous remercier. Je sais que vos emplois du temps sont extrêmement chargés. Merci Marie-Pierre, merci Martin, merci Pascal pour ce très bel échange. J'espère que même vous allez pouvoir continuer les échanges hors conversation en fait de la semaine de la santé durable. J'invite également en fait les personnes qui vont visionner cette rencontre-là à aller voir toutes les autres capsules vidéo qui sont mises en place et qui reflètent vraiment les chapitres de ce livre de la réduction de la de la réduction de la maladie qu'on a mis en ligne dernièrement. Merci à nouveau pour votre temps. Puis je vous dis Merci. à très bientôt. Merci à nouveau, hein. Merci. Thomas. Au revoir. Merci tout le monde. Merci Au beaucoup. revoir.